Bonjour à tous, c'est DK. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour parler de Godot et parler de programmation, mais étant donné que j'ai conscience que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sexy de prime abord, eh bien, on va se servir de deux exemples de jeux classiques, celui-ci ainsi que celui-ci, afin de rendre notre propos un petit peu plus parlant visuellement et surtout un petit peu plus ludique. Alors, on va faire ça pas à pas. On verra, on n'abordera peut-être pas toutes les notions dans une seule vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je vais considérer que vous avez au moins connaissance de la façon par laquelle on peut créer un script, quelles sont les extensions, c'est-à-dire l'héritage du script, et les façons par lesquelles un script s'exécute, c'est-à-dire aussi bien ses conditions d'exécution que les modalités. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez éventuellement, si vous regardez cette vidéo depuis TikTok, retourner voir mes précédentes vidéos, ou sinon, sur la chaîne DK Ludo, vous pouvez retrouver les bases concernant les scripts dans la playlist Godot les bases, et pour pouvoir régler certains paramètres de l'éditeur de script de Godot, vous pouvez trouver ça dans les astuces du jour Godot, qui est une autre playlist. Donc, sur Godot, là j'ai créé une scène vraiment très simple, puisqu'il s'agit d'une scène composée d'un nœud à la racine, donc d'un parent qui est de type Note 2D. Bon, je lui ai mis quand même une représentation graphique pour pas que ce soit totalement vide, et j'ai attaché un script à ce parent. Donc le script, du coup, il hérite, c'est une extension de Note 2D, puisque Note 2D c'est le type de notre nœud parent auquel le script est rattaché. Je vous ai indiqué à l'écran un certain nombre de choses pour que vous ayez toujours à l'esprit de quoi il va être question dans cette vidéo. Alors, je peux déjà vous indiquer que quand on met ce genre de symbole, on peut d'ailleurs en mettre qu'un, ce sont des commentaires. Les commentaires, ça n'a pas d'influence sur le fonctionnement du script, ça va juste vous permettre de commenter les différentes choses que vous écrivez dans votre code. Ça peut être très utile parce que si par exemple vous mettez en stand-by votre projet pendant plusieurs jours, semaines ou mois, il est fort probable que vous ne vous rappeliez plus exactement de chaque ligne de code et de ce que faisait chaque ligne de code. Donc pensez à toujours bien commenter vos scripts et les lignes de code qui les composent. Là, je vous ai indiqué que de façon générale, dans un script, ce qu'on va faire, c'est créer et gérer de la donnée. Pour faire ça, pour la gérer, il va falloir l'organiser, il va falloir lui donner une structure. Mais au-delà de la structure qu'on va lui donner, il va falloir aussi l'identifier précisément en la typant et, bien entendu, lui attribuer une ou des valeurs bien spécifiques. Pour que ce soit pas trop rébarbatif et un petit peu ludique, je vais prendre des exemples courants du jeu vidéo. Alors bien que je n'ai pas accès au code source, vous vous en doutez, de ces jeux, ça peut être intéressant, même d'un point de vue intellectuel, de se demander comment ces jeux bien connus ont été codés. Ou du moins, comment si nous, on envisageait de faire quelque chose d'un petit peu similaire, comment on coderait ça dans un moteur tel que Godot. Donc, je vais lancer tout de suite le jeu, parce que on peut déjà s'apercevoir que quand on lance le jeu, le personnage a la possibilité de se déplacer. Et vous voyez qu'il se déplace à une certaine vitesse. Autre chose qu'on peut remarquer, tout en haut de l'écran, c'est que le personnage a son nom d'indiqué. Ça déjà, on peut considérer que ce sont à la fois son nom et le fait qu'il ait une vitesse, que ce sont des données. Donc on pourrait très bien commencer par définir deux données, une qu'on va appeler nom du perso, et une suivante qu'on va appeler vitesse. Alors, pour être correct, moi je vous invite, là je vais pas le faire, je ne sais pas pourquoi il me remplace et il me fait la complétion,
On va retaper. Je lui demande pas. Voilà. Pour être plus correct, c'est quand même mieux de rédiger les choses en anglais. Donc il vaudrait mieux indiquer player name et speed. Mais bon, là pour l'exemple, je vais laisser les choses en français. Donc ça pourrait être deux données. Pour l'instant, elles ne font rien. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas structurées, elles n'ont aucun type et elles n'ont aucune valeur. On va commencer par leur attribuer une structure. Donc la structure, on peut déjà la déterminer pour le nom, puisque on sait une chose, c'est que le nom du personnage, ça sera toujours le même tout au long du jeu. Son nom, il est constant. Et quand on a une donnée comme ça qui ne change jamais, quelle que soit la situation, et qui reste la même tout au long du jeu, on sait déjà une chose, c'est que cette donnée, en termes de structure, c'est une constante. Alors là, vous voyez que quand je tape les premières lettres, j'ai déjà, via ce qu'on appelle la complétion, une proposition qui s'affiche. Donc je peux double-cliquer. Donc là, on a une constante. Pourquoi? Eh bien parce que le nom du personnage ne changera jamais. La vitesse, on ne sait pas. Est-ce qu'elle peut changer ou pas? On ne sait pas. Donc on va retourner tester les choses. Alors visiblement, que j'aille à gauche ou à droite, le personnage a l'air de se déplacer toujours de la même façon. Mais quand je reste appuyé sur le bouton B, il a l'air d'accélérer. Donc, si sa vitesse n'est pas toujours la même, c'est-à-dire, comme on l'a vu, si quand j'appuie juste sur les flèches, la vitesse est d'une certaine valeur, et si, au contraire, quand je reste appuyé sur B, il accélère, c'est que la vitesse n'est pas constante. Donc si elle n'est pas constante, elle est variable. Donc en l'occurrence, on sait déjà que cette donnée-là, ce sera une variable. Donc une variable, ça s'exprime comme ça par var. Donc toujours un espace entre le nom de votre donnée et sa structure. Donc là, on a deux types de données, dont une est une constante parce qu'elle ne change jamais, et une qui est une variable parce que, selon les conditions, c'est-à-dire si on appuie ou non sur le bouton B, eh bien, sa valeur peut changer. Avant de donner un type, on va justement s'intéresser aux valeurs. Là, en l'occurrence, le nom du perso, c'est Mario. Donc, pour attribuer une valeur, on met égal. À ne pas confondre, je le dis tout de suite, le égal avec un autre symbole qui est les deux égales les uns à la suite des autres. Pourquoi? Parce que 1 égal, ça veut dire que vous attribuez une valeur. Là, ici, m'a donné nom du perso, je vais lui donner une valeur précise et ce sera Mario, ce sera le nom du personnage. Par contre, un double égal, ça n'attribue pas une valeur, ça vérifie quelque chose. Par exemple, ça vérifie si le nom du personnage, c'est bien telle ou telle chose. Alors, ça pourrait permettre de vérifier est-ce que le nom du personnage est bien Mario. Et si jamais, pour X raison, il y avait un bug dans votre script et que le nom du personnage, c'était pas Mario, mais Maria, eh bien, là, on pourrait dire, dans le cas où le nom du personnage n'est pas strictement équivalent à Mario, tu ne lances pas le jeu. Ça pourrait être quelque chose possible à faire. Donc, on ferait ça éventuellement avec ce qu'on appelle une condition. Là, on va pas tout de suite passer à la question des conditions, mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ça pourrait servir ce double égal et surtout vous montrer que c'est bien différent d'un égal seul. Donc le nom du perso, c'est Mario. Mario, c'est une suite de lettres, ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc dans Godot, pour écrire une chaîne de caractères, il faut impérativement au préalable mettre des guillemets. Donc via la touche numérique sur votre clavier, la touche 3 de votre clavier.
Vous appuyez une fois, il vous en met deux automatiquement et il vous place entre les deux pour que vous puissiez taper votre texte. Donc on va taper Mario. Donc ça, encore une fois, vu que ça ne change jamais, ça a pour structure une constante. Et c'est ça qui est la valeur de notre donnée. Notre vitesse. Notre vitesse en soi, elle apparaît pas à l'écran, hein, donc on ne peut pas réellement la connaître. On va supposer que les blocs qui sont sur le sol, ils font à peu près 16 pixels. J'en suis pas sûr, mais on va supposer. Donc si on se met au bord d'un bloc et qu'on appuie rapidement sur la direction pour aller à droite, on voit qu'il a parcouru l'autre moitié du bloc. Donc on a l'impression que Mario il se déplace d'un demi-bloc. Si un bloc, on estime que ça fait à peu près 16 pixels, on va supposer que par défaut, la vitesse du personnage, c'est un demi-bloc, donc c'est la moitié d'un bloc, donc la moitié de 16, c'est 8. Et ça va être sa valeur. La valeur de la donnée vitesse, qui a pour type de structure le fait d'être une variable, parce que 8, ça sera seulement dans le cas où on appuie uniquement sur les flèches. Lorsque il y aura une condition, si j'appuie sur la touche B, cette valeur-là, elle changera. Alors de combien, je ne peux pas vous dire, peut-être qu'elle sera double, peut-être qu'elle sera triple, mais elle changera. Et nous, on a juste besoin de savoir ça, à ce niveau-là, c'est que cette valeur-là, elle peut changer selon la situation, ce qui en fait une variable. Autre chose qu'on peut remarquer dans ce jeu, c'est que on a tout en haut, ici, un nombre de pièces affiché. Pour l'instant, on en a 0. Si je saute dans une brique, ça m'ajoute une pièce. Si je saute ici, ça m'ajoute une autre pièce. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que on a une donnée qui s'appelle pièce. Cette donnée, elle peut changer au cours du temps, puisque quand on commence, elle est à 0. Quand on heurte une brique, ça monte à 1. Si on en heurte une nouvelle, ça monte à 2, etc., etc. Donc, vu que ça change, on sait que c'est variable. Par contre, quelle est sa valeur? Eh ben, sa valeur, par défaut, quand on lance le jeu, elle est à 0. Alors, pourquoi je vous fais remarquer ça? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais c'est la même chose que la vitesse. Ça n'a pas énormément d'incidence. Eh bien, ça a une incidence quand même, parce que c'est toujours des nombres entiers. On ne peut pas avoir une pièce et demie ou une pièce un quart. Et ça va m'amener à vous parler des types. Parce que autant une pièce, elle peut n'être que un nombre entier, autant la vitesse, quand on va accélérer, on va peut-être accélérer de 8 jusqu'à 16, mais on va passer peut-être par 8,5, 8,9, avant d'arriver à 16. Et ça va monter progressivement. Donc, il serait plus pertinent déjà de dire que la vitesse, c'est plutôt 8,0. Ça paraît être une façon de se compliquer la vie, mais vous allez voir que ça a du sens. Parce que, en termes de typologie, eh bien, ces deux variables sont différentes. Ici, étant donné qu'on aura toujours quelque chose qui fait partie des nombres entiers, le type de cette variable, c'est ce qu'on appelle un integer, intégral. Et vous voyez que quand je tape in, ça apparaît ici, c'est int. Donc ça veut dire des chiffres entiers. Donc ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 30, peu importe. Mais ça peut aussi être moins 30, ça peut être moins 1, etc., etc. Ça peut être positif ou négatif, mais il faut que ce soit un nombre entier. Par contre,
une vitesse. Hein, vous passez pas forcément de 10 km/h à 11. Parfois, vous passez par 10,5 km/h. Bah là, pour Mario, c'est pareil. Ça va se faire progressivement. Il est plus probable qu'on ait des chiffres à virgule que des chiffres entiers. Donc, le type de cette donnée-là, de cette variable plus précisément, ça ne va pas être une intégrale, mais ça va être ce qu'on appelle un float. Donc float, ça veut dire quoi? Alors, retenez principalement que ça renvoie à un nombre à virgule. Mais précisément, ça veut dire float point value. Donc c'est un nombre à virgule flottante. Plus précisément, un réel à virgule flottante. Je rentre pas dans le détail plus avant parce que ça nous lancerait dans des théories mathématico-informatiques que je ne maîtrise pas moi-même. Mais si vous êtes intéressé, sachez que ça renvoie à une norme des années 1985 de mémoire qui s'appelle la norme IEEE 754. Donc voilà. Mais pour les novices, je dirais, comme moi, retenez que ça renvoie des nombres à virgule. Mario, on a vu que c'était du texte. On n'a pas indiqué son type ici. Mais on va le faire dès maintenant. Quand on a affaire à une chaîne de caractères, du texte, c'est une chaîne de caractères, le type de ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle une string. Donc une chaîne de caractères. Il reste une troisième variable assez courante qu'on va essayer de déduire, encore une fois avec le jeu. Donc je vais le relancer. Et on va essayer de la déduire. Là, je me place en dessous du carré qui clignote avec le point d'interrogation et je vais sauter pour le heurter. Vous voyez que le carré s'est éteint, il a arrêté de clignoter, le point d'interrogation a disparu et un champignon en est sorti. Le fait qu'un champignon en est sorti, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. C'est surtout que visuellement, il a changé. Ça n'est plus un carré avec un point d'interrogation qui clignote, c'est un carré qui est devenu non clignotant et sans point d'interrogation. Donc là, on a affaire à quoi? Eh bien, on a affaire à une brique qui, au départ, est clignotante. Alors, faut essayer pour ces variables de trouver des noms courts et parlants. Là, on pourrait peut-être avoir mieux. On va mettre brique pleine, c'est-à-dire qu'elle contient encore le champignon puisque elle n'a pas encore été touchée. Donc, on a la brique de base, on va dire. C'est quoi cette donnée-là? C'est une donnée qui a deux possibilités. Soit elle a été touchée, soit elle n'a pas été touchée. Et en fonction de l'un ou de l'autre, elle va faire des choses différentes. Et son aspect va changer. Donc, brique pleine, c'est une brique qui n'a pas été touchée. Donc, brique pleine égale true. Vu qu'elle n'a pas été touchée, il est vrai qu'elle n'a pas été touchée. Et vrai, ça se dit en disant true. L'autre état dans lequel elle peut être, c'est-à-dire lorsqu'on l'a touchée, c'est que du coup, elle n'est plus pleine. Elle a rejeté le champignon qu'elle contient. Donc, brique pleine, quand on la touche, ça devient faux. Donc en code, on dit false. Mais au début du jeu, elle est bien toujours pleine. Donc le fait qu'elle soit pleine, c'est vrai. Donc on peut dire que à l'état initial, elle est bien true. Alors qu'est-ce que c'est que ce genre de structure quand on n'a que deux possibilités, vrai ou faux? C'est une variable, puisqu'il y a deux possibilités. Et quel type ça a? Ça a un type
qu'on appelle un booléen. Donc vous voyez à chaque fois, hein, entre le nom de ma donnée et son type, je mets 2 points, espace, 2 points, et je donne le type de la variable. Donc un booléen, c'est ce cas-là, c'est-à-dire ball. Donc là, on a une constante, 3 variables. La constante parce que le nom ne changera jamais, et puis des variables parce que la vitesse, elle peut changer, la valeur des pièces peut changer, on est au début à 0 mais ça peut augmenter, et les briques peuvent changer de statut, soit on les a pas encore touchées, elles sont pleines, elles contiennent des bonus, soit on les a touchées et du coup elles ne contiennent plus de bonus, elles se vident. Donc au lieu d'être vraies, elles deviennent fausses. Donc quand il y a deux conditions comme ça, c'est des variables de type booléen. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut avoir des cas, parce que là on a vu que notre variable de type, que notre donnée de type string, c'était une constante. Est-ce qu'on pourrait avoir des données de type string qui ne soient pas des constantes, qui soient par exemple des variables? Eh bien oui, ça existe. Là, c'est une constante parce qu'effectivement, Mario ne change pas de nom au cours du jeu. Il s'appelle toujours Mario. Par contre, je vous montre un autre jeu. Le jeu, en l'occurrence, c'est The Legend of Zelda. Donc, Zelda The Link to the Past. Zelda 3 aussi. Et on va lancer une partie. Donc, de base, quand on prend le jeu avec ses paramètres par défaut, notre héros s'appelle Link. Zelda, c'est le nom de la princesse qu'on doit sauver. Le nom du héros, c'est Link. Là, j'ai donné à mon héros, enfin à mon fichier, le nom des cas. Alors, je vais pas vous imposer toute la cinématique, on se retrouve après. Donc, maintenant que j'ai passé les dialogues, on va pouvoir voir un certain nombre de choses. Déjà, là vous voyez que j'ai un coffre. Je peux me mettre devant et appuyer sur un bouton pour l'ouvrir. Donc déjà là on peut se rendre compte d'une chose. La chose dont on peut se rendre compte, c'est que je vais mettre des lignes en dessous et je vais mettre un petit commentaire pour indiquer cas Zelda. Dans le cas Zelda, on a vu un objet qui est un coffre. Eh bien, on venait de parler des booléens juste avant. Eh bien là, vous voyez que le coffre, c'est un booléen. Pourquoi? Parce que il a deux états possibles. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Donc, on peut dire que de base, c'est un coffre fermé. C'est vrai qu'il soit fermé, par défaut. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule autre possibilité, à savoir le coffre est ouvert, donc c'est soit le coffre est fermé, c'est vrai, soit le coffre est fermé est faux, donc ça veut dire qu'il est ouvert. Donc deux possibilités seulement. Donc là, on sait qu'on a affaire aussi à un booléen. Et comme ça n'est pas quelque chose de stable, il peut y avoir deux possibilités, vrai ou faux, c'est donc variable. Donc là, vous voyez que dans Zelda, on retrouve aussi une variable concernant le coffre qui est de type booléen. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans Zelda? On peut voir très facilement que le personnage se déplace à une certaine vitesse. Donc il a forcément lui aussi une vitesse. En général, les vitesses, on n'est jamais sur des chiffres entiers, on est souvent sur des chiffres à virgule. Alors sa valeur, je la connais pas, on va l'imaginer. On va dire qu'elle est de 32 pixels par seconde. Donc 32,0. Et on peut aussi se demander, est-ce que sa vitesse est constante ou est-ce qu'elle peut changer?
Là, dans l'immédiat, elle a l'air d'être constante, mais pour avoir joué au jeu, quand vous progressez dans le jeu, vous récupérez des bottes qui vous permettent de courir plus vite. Donc, dès l'instant où vous aurez ces bottes, vous pourrez courir plus vite. Donc, ça veut dire que la vitesse pourra varier. Donc, on sait dès à présent qu'il s'agira d'une variable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des choses de type intégral? Alors, j'aurais voulu vous montrer. Voilà. Là, j'ai récupéré un rubis. Donc, vous voyez, j'étais à 0. Là, je suis passé à 1. J'aimerais bien pouvoir en récupérer un deuxième. Ça serait pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez que je suis passé de 0 à 1 et de 1 à 2. Donc de la même façon que pour Mario, les rubis sont comptabilisés en nombre entier. Donc on sait qu'on a une donnée qui s'appelle rubis, que ces rubis sont comptabilisés en nombre entier, donc il s'agit de quelque chose qui a pour type des réels, des intégrales, et on sait que quand on commence le jeu, on est à 0. Et on sait que au fil de l'aventure, ça va changer, puisque comme vous l'avez vu, ça a déjà commencé à changer, j'en ai déjà récupéré 2. Donc là, on retrouve des choses du même type que dans Mario. Donc je vais avancer un petit peu le jeu pour pas vous imposer tout le chemin. Donc nous voici à l'endroit où je voulais vous amener. La princesse s'impatiente visiblement. Je sais qu'il y a un passage, ne t'inquiète pas, j'arrive. Hop. Donc on va aller dans les souterrains. Et là on va retrouver, je crois que c'est son oncle, qui visiblement est blessé. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il y a d'indiqué? Il y a indiqué ODK. Donc en fait, ici, après les virgules, ont été intégrés le nom que j'ai mis au départ quand j'ai créé le fichier de jeu. De base, par défaut, ça aurait dû être Link, à savoir le nom par défaut du héros. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire assez simplement que dans le cas de Zelda, à la différence de Mario, le nom du personnage, donc le nom du perso, qui est aussi une donnée, est bien une string, c'est bien une chaîne de caractères, qui a une valeur, alors, qui a une valeur qui par défaut est Link, mais sa valeur elle est variable puisque j'ai réussi à la changer en modifiant tout au début de la partie Link par DK. Donc si j'ai réussi à le modifier, c'est que la valeur n'est pas constante, elle est variable. Donc il est aussi possible d'avoir des données qui ont pour type une chaîne de caractères et que ce soit quand même variable. Une chaîne de caractères, ça n'est pas nécessairement quelque chose qui est constant. Ça dépend des jeux. Beaucoup de jeux maintenant permettent de choisir le nom de son héros, donc c'est forcément des jeux où le nom du héros est une variable. Alors là, vous voyez que ma ligne là, nom du perso et ma ligne vitesse, elles sont en rouge. Pourquoi il me met ça? C'est parce qu'en fait, on a déjà des variables avec des données qui ont ce nom-là. Donc, quand vous avez des variables, faites attention à ce qu'elles aient des noms différents. Là, ça serait vitesse, par exemple, vitesse Zelda. Alors, c'est pas Zelda qu'on contrôle, mais vitesse dans le jeu Zelda et nom du perso dans Zelda. Et là, vous voyez que les erreurs disparaissent. Donc voilà. C'était une façon, je pense, imagée, mais un peu plus sympa, de vous montrer comment on peut concevoir, avec des exemples concrets, les variables les plus courantes qu'on retrouve dans la programmation.
Bien entendu, par la suite, dans une autre vidéo, j'irai sur des choses un petit peu plus complexes et un petit peu plus spécifiques à Godot. Ayez quand même à l'esprit que ça, c'est des choses qui sont importantes. Bien que vous trouverez énormément de scripts sur Internet et que vous verrez énormément de vidéos dans lesquelles les variables sont directement rattachées à leur valeur sans être typées. Pourquoi? Parce que effectivement ça marche. Ça ne va pas empêcher, si vous ne les typez pas, votre code de fonctionner. Mais malheureusement, il peut arriver que vous ayez à un moment des fonctions spécifiques qui vous demandent d'avoir des variables d'un type spécifique. Donc si vous ne typez pas vos variables, vous pouvez rencontrer des problèmes. Autre chose pour lesquelles il est intéressant de typer ces variables, c'est que en typant vos variables, eh bien, vous aidez Godot à s'y retrouver. Donc plus vous aidez Godot, eh bien, moins lui il a besoin de chercher, donc vous économisez aussi du temps et de la puissance de calcul. Alors sur quelque chose d'aussi petit que ça fait pas une grosse différence, mais quand vous avez un grand projet avec énormément de scripts qui contiennent énormément de variables, eh bien, si toutes vos variables sont typées, vous allez, mis bout à bout, gagner quand même en performance. Donc ça peut être vraiment important de le faire. Donc de la même façon qu'il peut être intéressant, si vous utilisez des floats, des nombres à virgule, vous voyez que là il ne met pas d'erreur. Si je mets 32, il comprend que c'est 32,0. Mais vous pouvez éventuellement le mettre, ça prend pas beaucoup de temps et je pense que c'est toujours mieux d'aider Godot à s'y retrouver le plus possible. Voilà. Eh bien moi je vais vous laisser là-dessus, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de ces choses-là, des basiques de la programmation. Et puis j'espère que ça pourra déjà vous éclaircir les choses et on se retrouve la prochaine fois pour aller un petit peu plus loin dans le contenu des scripts. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!